Invité de France Inter jusqu'à 9h, le député La France Insoumise de la Somme. Bonjour François Ruffin. Bonjour Monsieur Demorand. 6 mois de présidence d'Emmanuel Macron, ça a été un rouleau compresseur avec une grande difficulté pour l'opposition à trouver une prise sur l'exécutif. Jean-Luc Mélenchon a concédé la défaite sur la première manche. Vous accusez le coup, vous aussi? Non, pas du tout. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas comme si j'étais surpris de ce qui se passe, ni surpris de la ligne politique qui est celle d'Emmanuel Macron, ni surpris du fait que ça passe parce que on est dans une année d'élection, il y a une légitimité pour le président élu, il y a une légitimité pour le gouvernement, même si on peut la contester dans la rue et on doit tout faire pour ça. Et puis ensuite, on a ce qui pèse dans les esprits, c'est la loi travail qui est passée l'année dernière avec une forte mobilisation qui n'a pas été victorieuse. Dans ce cadre-là, je pense pas moi, j'attendais pas que les masses se réveillent d'un seul coup. Je sais ce que j'ai eu à affronter dans ma campagne. J'ai toujours dit mon adversaire, c'est la finance. Elle est aujourd'hui incarnée par Emmanuel Macron, mais c'est surtout l'indifférence. Et Emmanuel Macron tient par l'indifférence. Moi, je l'ai vu, Emmanuel Macron est revenu en visite à Amiens. Alors, il y a eu des échanges sur le site de Whirlpool, il y a eu des échanges sur le site d'Amazon, mais moi, je pense ce qui était le plus surprenant dans sa visite, c'est un vide qui n'a pas été signalé. C'est qu'il est passé à Amiens et il y avait personne pour l'accueillir. Il y avait personne il y avait aucune foule qui était là. On me raconte, j'étais pas là, mais en 1997, quand Jacques Chirac est venu, qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient là et que les opposants ne pouvaient pas s'exprimer. Eh bien là, il n'y avait que les opposants. Nous n'étions pas des milliers, nous étions 300, mais il n'y avait que nous. Et donc je redis, ce qui nous avons à combattre aujourd'hui, c'est même pas Macron, c'est la résignation qui est dans les esprits. Dans l'analyse politique que fait Jean-Luc Mélenchon de ces 6 premiers mois, il dit aujourd'hui, ça ne pourra redémarrer, une opposition ne pourra se restructurer qu'avec la jeunesse. Pourquoi la jeunesse dont une partie a été repolitisée par la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Pourquoi la jeunesse ne bouge pas aujourd'hui ? Même analyse, résignation. Je veux dire, quel est le bloc politique que je veux mettre en place pour transformer la société? Moi, je crois qu'on a affaire à 2 divorces aujourd'hui. Il y a un divorce entre ce que Emmanuel Todt appelle les 2 cœurs sociologiques de la gauche, c'est-à-dire les profs et les prolos, pour faire clair. Et donc, il faut qu'on parvienne à une jonction des classes populaires et de cette classe intermédiaire. C'est la première chose. Mais le deuxième divorce auquel nous avons à faire face, il est interne aux classes populaires. C'est quoi? C'est que les ouvriers, les employés des campagnes, puisqu'on sait que les classes populaires se sont pas mal éloignées des centres-villes urbains, eh ben elles se sont divisées des enfants d'immigrés des quartiers populaires des villes. Et je pense que là, il y a une jonction qui a opéré au sein des classes populaires pour montrer que leurs intérêts sont les mêmes, qu'on doit réunir ça avec la classe intermédiaire ou la petite bourgeoisie intellectuelle, comme on voudrait. Et je pense que le bloc politique qu'on a à mettre en place dans la durée pour transformer la société, il est celui-là, au-delà des questions d'âge ou... François Ruffin, juste pour poursuivre sur la sociologie que vous avez esquissée rapidement, la France Insoumise, elle est plutôt du côté des profs que des prolos, non, dans sa sociologie électorale? Alors, écoutez, moi, je peux vous dire ce que j'ai fait dans ma circonscription, puisque si j'ai mené cette bataille, c'est pour la remporter localement, mais c'est aussi pour qu'elle puisse éventuellement servir d'exemple. Je dis pas de modèle, mais d'exemple de ce qui pourrait se faire ailleurs. Moi, j'ai fait 14% des voix à Flix-Secours au 2e tour. J'étais en tête sur tout ce qui est le Val-de-Nièvre. J'étais en tête sur cette première circonscription de la Somme, qui est une circonscription très populaire. Donc voilà, je pense qu'il y a la possibilité, tout dépend le discours qu'on vient tenir. Aujourd'hui, hier j'ai eu des salariés de Whirlpool au téléphone, puisque vous savez que Whirlpool est au cœur des Paradise Papers. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on est dégoûté, mais on n'est pas étonné. La question, elle est là, comment on transforme ce dégoût? Parce que la colère fait des émeutes, mais seul l'espoir fait des révolutions. Donc il faut que on retrouve le sens de l'espoir, et le truc qui fait que on s'enfonce pas là, scandale après scandale, SwixLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, on s'enfonce pas dans la résignation ou dans la dénonciation, mais qu'on trouve le chemin de dire voilà, il y a des actions qui sont possibles et on peut remporter si là aujourd'hui on n'est pas assez nombreux, on est trop seul, il faut pas le nier, mais il faut réussir à rassembler. Il y a un chemin, vous en êtes persuadé, François Ruffin, parce que effectivement c'est Pierre Moscovici qui disait hier que le monde opaque de l'évasion fiscale apparaît soudain au grand jour. C'est le soudain qui a été noté. Ça, on le savait en même temps et on le savait depuis longtemps. C'est pas la première campagne de leaks, comme vous venez de le dire. Quel est le chemin? Non, mais le chemin. Quel est le chemin? Le chemin, déjà. Dès lors que tout ça est légal. Moi, je salue le travail
de nos collègues, parce que moi, c'est pas mon métier député, hein, donc je suis l'un de vos confrères. Mais je salue... Numéro de carte de presse. Oui, je l'ai encore dans ma poche, mais je vais pas la renouveler pour cette année. Ceci, moi, je pense que maintenant, il faut détourner le regard des entreprises vers le politique. Pourquoi ? Parce que les salariés de chez Whirlpool, ils sont pas surpris que Whirlpool va déjà chercher le coût du travail le moins cher en Pologne. Pourquoi on serait surpris qu'ils trouvent tous les montages financiers aussi pour défiscaliser, pour pas payer d'impôts? Bernard Arnault, pourquoi on serait surpris, alors que lui aussi délocalise, que, on voit dans le reportage de Cache Investigation d'Élise Lucet, remarquable, Glencore, qui a pas de complexe à polluer des rivières, à souiller les terres des paysans en Afrique, pourquoi ils auraient des complexes à défiscaliser? Donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est la complicité du monde politique avec les dirigeants économiques. Et je veux dire, Pierre Moscovici, on est une illustration, qui feigne aujourd'hui de découvrir ça, ou qui disent « Ah ben c'est super bien, parce que comme ça, il va y avoir une pression de l'opinion et on va pouvoir mettre des mesures en œuvre. » Mais c'est pas vrai. Ils en sont aujourd'hui les complices, ils en sont au moins les complices par leur inaction dans la durée. C'est légal, François Ruffin. Oui, alors il y a des éléments qui sont légaux, mais de toute façon... C'est légal, on voit les communiqués de Whirlpool, les communiqués de Bernard Arnault, tout est à la disposition de l'administration fiscale, vous le verrez, on n'a pas enfreint de loi ni de règles, c'est légal. C'est justement parce que c'est légal que ça démontre la nullité des politiques, parce que ça devrait être illégal depuis longtemps. Parce que ça fait... Moi, là, je salue ce groupe de journalistes, mais moi, mon ami, c'est Denis Robert. Denis Robert, il a lancé l'appel de Genève en 1996. Ça fait 21 ans. Et ça fait 21 ans qu'on est grosso modo dans la même situation. Et je dirais même qu'aujourd'hui, réclamer de la transparence, puisque c'est le mot d'ordre, réclamer de la transparence, mais c'est nettement insuffisant. Il ne s'agit pas de réclamer de la transparence. Il s'agit de réclamer des mesures, des sanctions. Comment on va pénaliser ça? Comment on va le criminaliser? Comment on va déchoir de droits civiques les personnes qui s'adonnent à ce genre de jeu? Comment, face aux monstres froids que sont devenues ces multinationales et qui sont prêtes à tout pour faire du profit, et je ne leur reproche pas, c'est dans leur nature. Leur objectif, c'est de verser un maximum de dividendes aux actionnaires. Eh bien, comment, face à ça, le politique se réveille, se met debout, et avec l'appui du peuple, s'y confronte. Ça peut comment? Oui, allez-y. Au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'on a un point de vue à l'Assemblée nationale, puisqu'on a tous les jours des ministres ou des gens qui viennent s'expliquer devant nous. On a un point de vue qui est intéressant. Quand on met sur la place publique que, par exemple, l'entreprise Sanofi à la fois engendre un scandale sanitaire avec la Dépakine, à la fois licencie des milliers de chercheurs, donc sacrifie la recherche à l'avenir, détruit des bâtiments qui n'ont jamais servi, ainsi de suite, et que la seule réponse qu'on a dans l'hémicycle du Premier ministre, c'est il ne faut pas critiquer les entreprises françaises qui réussissent, et que Monsieur Castaner, porte-parole du gouvernement, avait apporté la même réponse sur un site de Sanofi dernièrement. Ben, tout est dit. Tout est dit sur la complicité de ces dirigeants politiques avec les multinationales. Moi, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer des entreprises qui réussissent. À quel prix ils réussissent? S'ils réussissent parce qu'ils mettent sur le marché des nouveaux médicaments, que ça améliore la santé des Français et de tout le monde, eh ben on en est très heureux. Et tant mieux si c'est un cercle vertueux qui se met en place. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle complètement vicieux qui est mis en place. Ils ont créé des emplois dans l'intervalle. Oui, mais ils en ont détruit aussi. Non, mais je veux dire la balance. Non, mais attendez, vous faites l'avocat là de Sanofi en l'occurrence, mais à travers. Non, Sanofi, mais on peut le dire pour LVMH aussi. Mais, enfin, il y a des emplois qui sont créés. Non, mais d'abord, depuis 10 ans, il y a des emplois qui sont détruits, hein, et y compris l'ancien directeur de Sanofi, il vient dire si jamais le but d'une entreprise maintenant c'est de verser un maximum de dividendes et être dans le profit à court terme, on est cuit, c'est de la connerie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur de Sanofi. Pourquoi? Parce qu'il y a une visée industrielle, c'est substitué une visée financière. Et si jamais ça on le prend pas à bras le corps, vous savez là j'ai les 500 plus grandes fortunes françaises là dans le magazine Challenge dont j'en fais la publicité régulièrement. Elles représentaient 6% du PIB il y a 20 ans. Elles représentent 25% aujourd'hui. Mais comment elles sont parvenues à ça? Eh ben, elles sont parvenues à ça peut-être parfois en élaborant des choses nouvelles, ainsi de suite, mais bien des fois en utilisant, ce ne sont pas des failles, juste des petites failles du système, que le dumping fiscal, que le dumping social et le dumping environnemental, car les trois sont liés.